Donc, tout d'abord, Monsieur Neveu, bien, il est professeur d'histoire et de géographie. Vous êtes également historien. Vous avez publié 3 ouvrages, La Gestapo en Moselle aux éditions Serpenoise et puis La Résistance en Moselle annexée aux éditions du Quotidien, ainsi que Les camps d'internement du fort de Metz-Queuleux aux éditions Sutton. C'est bien cela? C'est bien cela, pardon? Oui, merci. Eh bien, nous allons vous accueillir et puis après, nous présenterons Monsieur Fabrice Russeputi. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h15, on va dire. Et puis après, il y aura votre temps d'intervention, les questions que vous souhaiteriez poser. Donc, je vous demande de l'accueillir avec vos applaudissements. Merci à vous, Monsieur Cédric Neveu. Merci de votre présence. Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire une intervention sur le fort de Queuleux comme espace de déshumanisation et de torture de la Gestapo de Metz. Alors, le 25 juillet 1943, un train de permissionnaires allemands déraille à Hombourg-Haut. La Gestapo se rend vite compte qu'il s'agit d'un acte de sabotage qui a été opéré sur la voie ferrée. Son Sonderkommando sabotage, dirigé par le commissaire Hans Kappel que vous avez ici en photographie, c'est une unité spéciale qui a été créée au printemps 1943 par la Gestapo de Metz pour lutter contre la recrudescence de sabotage qui se multiplie dans les usines, dans les mines. Et au fur et à mesure des enquêtes qui vont être menées par cette unité spéciale, ils vont découvrir qu'en fait, derrière les sabotages, derrière le déraillement qui a eu lieu à Hombourg-Haut, il y a une organisation, et il s'agit du Parti communiste clandestin d'Alsace-Moselle. Les premières arrestations de masse vont commencer en août 1943, puis la quasi-totalité de la direction du groupe communiste va être décapitée en septembre, en particulier avec la capture de Jean Burger, qui est le responsable du Parti communiste clandestin, le 21 septembre 1943. La Gestapo de Metz va établir un organigramme daté du 26 septembre 1943, et dans cet organigramme, Kappel estime que l'organisation qu'ils vont devoir démanteler rassemble 786 personnes. Les prisons messines, à l'époque, sont surpeuplées. Et vu la dangerosité de terroristes, c'est le mot qui est utilisé par la Gestapo dans ces documents, qui sont coupables donc d'un déraillement d'un train militaire sur la voie ferrée, qui sont coupables aussi d'incendies criminels contre les fermes de colons allemands, et qui ont aussi, lors d'une arrestation, tué un agent de la Gestapo de Metz. Donc pour enfermer ces personnes, il va falloir trouver un lieu adapté, spécial. Alors il y a plusieurs lieux qui existent déjà à Metz. Il y a les caves de la Gestapo. Alors le siège de la Gestapo se trouvait 40-42 Adolf Hitler Straße. Aujourd'hui, c'est l'avenue Leclerc de Haute-Cloque. Le bâtiment existe toujours. Et il y avait des cellules dans les caves où on interrogeait les gens et on les frappait, on les torturait, mais c'était prévu pour quelques heures. C'était les premiers interrogatoires. Il n'y a pas assez de place et on ne peut pas les mettre dans ces caves. Il y a une autre prison, c'est la prison du Grand Séminaire, qui était une prison dite de la Gestapo, c'est-à-dire c'est là où la Gestapo mettait ses prisonniers pour une durée d'environ une cinquantaine de jours. Et au bout de 50 jours, elle décidait du destin, traduction devant un tribunal, libération, transfert dans un camp. Mais la prison du Grand Séminaire, elle est surpeuplée. Les épidémies se multiplient, sont extrêmement fréquentes, donc ils sont obligés de fermer la prison régulièrement. Et en plus, les évasions sont nombreuses et le personnel de garde est incompétent. Donc ce n'est pas possible non plus de les mettre au Grand Séminaire. Troisième possibilité, la prison judiciaire qui se trouve rue Maurice Barrès. Le problème, c'est que si on les met dans la prison judiciaire de Metz, ça veut dire que la justice peut avoir un droit de regard sur leur dossier et sur la procédure. Et ça, pour les Gestapo, c'est hors de question. Donc, il va y avoir des négociations qui vont être menées. Le chef de la Gestapo de Metz, qui s'appelle Hans-Georg Schmidt, demande que la section sabotage dispose de son propre centre d'interrogatoire secret. Et d'ailleurs, ce camp n'apparaît dans aucun organigramme de la Gestapo de Metz de l'époque, il apparaît juste dans un petit organigramme de manière extrêmement discrète. Sinon, dans les organigrammes officiels, le camp de Queuleux n'existe pas. Le camp de Wappy apparaît, mais le camp de Queuleux n'existe pas. Et c'est le BDS, donc le commandant en chef de la SIPO et du SD en Lorraine-Sarpalatina, qui s'appelle Anton Dunkern, va organiser une conférence, semble-t-il probablement à la fin du mois de septembre,
entre les responsables policiers de l'affaire, les représentants de l'administration civile et les représentants de la Wehrmacht. Juncker explique à l'armée que la mise à disposition d'un fort permettrait d'éviter un nouvel attentat contre un train militaire. Et ça, c'est un argument qui touche l'armée, qui va se ranger à cet argument et qui va accepter de donner à la Gestapo de Metz la Casemate 2 du fort de Queuleux, Festgöben en allemand. Et la surveillance du camp, il y a aussi des discussions sur savoir qui on va mettre comme personnel de surveillance. Normalement, d'habitude, c'est ce qu'on appelle l'ORPO, c'est-à-dire la police d'ordre, la police classique, en uniforme. C'est elle qui gardait, par exemple, le grand séminaire. Le problème, c'est que la préfecture de police de Metz n'a pas les effectifs. Et je vous ai déjà expliqué que les effectifs de garde étaient des gens particulièrement incompétents. Je donne juste une anecdote. J'ai trouvé des gardiens qui avaient un pied beau, il manquait des doigts à la main, ils ne pouvaient pas se servir d'une arme à feu et ils ne savaient pas lire et ou écrire. Donc ça pose quand même un léger problème quand on est gardien d'une prison. Et il va y avoir donc un accord qui va être passé en fait avec la Waffen-SS. On va décider que ce sont des jeunes gens qui se trouvent à l'école de transmission SS de Metz qui viendront surveiller comme une sorte de période de stage. Ça fera partie de leur formation militaire. La surveillance tournera régulièrement et on les enverra pendant 3 semaines, 1 mois, surveiller les détenus du fort de Queuleux. Donc avec Queuleux, la Gestapo de Metz va disposer d'un centre de détention spécial, centre d'interrogatoire et de torture secret, entièrement dévolu à la destruction de la résistance communiste. C'est le point de départ du fort de Queuleux, c'est de détruire la totalité de la résistance communiste. Offrant toutes les garanties de sécurité face à un éventuel assaut extérieur, de discrétion. Au siège de la Gestapo, les cris des gens qu'on torture dans les caves indisposent le voisinage. Donc il faut trouver un lieu pour que les voisins ne soient pas gênés. Et ça va permettre de regrouper tout le monde dans un même lieu, de ne pas les disperser dans différentes prisons. À l'écart aussi de toutes les autres catégories de détenus que la Gestapo peut avoir. Les premiers détenus vont être immatriculés le 12 octobre 1943. Ils ont été raflés dans la région d'Agondange et de Moyeuvre. Alors je vais juste faire un petit aparté sur la torture pour les Allemands. Qu'est-ce qu'ils voient? Quelle est leur représentation de la torture? Alors la torture, en fait, elle est codifiée. Lorsqu'un officier allemand de la Gestapo interroge un prisonnier, il doit mentionner dans la marge du procès verbal d'interrogatoire les passages qui ont été obtenus sous la torture. C'est une mention, c'est marqué « aveu extorqué ». J'ai retrouvé quelques exemples de ces PV d'interrogatoire dans des procédures du tribunal spécial de Metz. Pourquoi? On oublie tout le temps, la Gestapo, il y a une image d'Épinal, le chapeau, la veste en cuir, des brutes qui sortent de Citroën en claquant les portes. Ça, il faut prendre, il faut effacer cette image d'Épinal. Les policiers de la Gestapo, ce sont des policiers de métier. Ce sont des gens qui ont fait souvent leur carrière sous la République de Weimar, qui ont 20, 30 ans d'expérience policière. Il ne faut pas oublier que la Gestapo, c'est une police judiciaire politique qui travaille avec la justice. Et dans beaucoup d'affaires que nous avons pu étudier dans le cadre de la Moselle, les gens qui sont arrêtés, je pense par exemple aux filières de passeurs de prisonniers de guerre, la quasi-totalité des filières de passeurs de prisonniers de guerre sont traduites devant la justice. Et la Gestapo fonctionne comme une police judiciaire, elle fait des PV d'interrogatoire, elle mène des enquêtes, elle fait des confrontations et elle transmet le dossier à la justice. C'est pour ça qu'il faut que ça soit mentionné dans le PV, il faut que le juge ou le procureur sache quelle partie a été extorquée pour éventuellement faire des contre-interrogatoires. Ce qui est très important aussi, et c'est une des données essentielles en histoire, c'est ce que je transmets à mes élèves, en histoire, il y a 3 choses. La chronologie, la chronologie, la chronologie. Je dis ça parce que, malheureusement, les programmes d'histoire ont eu tendance depuis quelques années à faire sauter la chronologie, ce qui fait que nos élèves n'y comprennent plus rien. Donc la chronologie, il faut la remettre au cœur de l'enseignement de l'histoire. En 40-42, en Moselle, la torture dans les affaires de résistance, par exemple, et les gens qui ont été arrêtés en témoignent eux-mêmes, est rarement utilisée. On fait des pressions psychologiques. Vous savez, il ne suffit de pas grand-chose. Hein. Les résistants, ce sont avant tout, entre guillemets, des amateurs. En face d'eux, ils ont des gens qui ont 25 ans de métier. Vous vous retrouvez entre les mains de la Gestapo, moi je pense que j'aurais pas eu l'affront de dire j'aurais pas parlé. Je pense que s'ils avaient posé une matraque sur la table et qu'ils m'avaient laissé 5 minutes dans la salle, comment aurions-nous réagi? Il ne faut jamais oublier ça. Donc en 40-42, ils utilisent rarement la torture. Ce qu'ils veulent, c'est l'aveu. Si la personne parle, avoue, c'est la meilleure des preuves pour la Gestapo. À partir de 43-44, la chronologie change. L'armée allemande recule sur tous les fronts. La guerre commence à mal tourner. Là, on n'a plus le temps
de mener de belles procédures bien ficelées. Les arrestations se multiplient, il faut aller plus vite. Et n'oublions pas que pour les premiers détenus du fort de Queuleux, ce sont des communistes. C'est-à-dire, c'est le judéo-bolchevique, c'est l'ennemi des ennemis. Là, alors par contre, on n'a aucun scrupule. Il n'y a aucun problème, on a le droit d'utiliser la torture, c'est même encouragé. Donc il y a une nuance à avoir aussi, il faut toujours avoir la chronologie en tête pour comprendre pourquoi les Allemands, sur tel groupe, par exemple, il y a des gens j'avais pu rencontrer des personnes qui expliquaient, mais je ne comprends pas, moi en 1944, j'ai même pas reçu une gifle. Et puis quelqu'un qui avait été envoyé au fort de Queuleux avait subi les conditions dont je vous ai parlé. Et souvent, il faut juste expliquer à la personne, vous étiez membre d'une filière de passeurs, vous ne releviez pas de la même procédure. Donc, les Allemands n'ont pas appliqué les mêmes procédés avec vous, alors que vous avez fait passer 80 prisonniers de guerre, et pendant ce temps-là, quelqu'un qui a juste cotisé un Reichsmark pour une caisse de solidarité va être envoyé à Queuleux et va être torturé. Donc, il faut avoir bien ça en tête pour comprendre les procédures, sinon, effectivement, on a du mal un petit peu à s'y retrouver. Queuleux va avoir cette particularité, c'est que l'utilisation de la torture va devenir massive et systématique, la normalité devient normalité. C'est-à-dire que la normalité d'une torture systématique, à Queuleux, ça devient la normalité. Alors, peu après l'arrestation des résistants, ils ont souvent immédiatement les yeux bandés et les mains liées. Les yeux bandés avec ce qu'on trouve, un mouchoir, qui est disponible, des menottes parfois. Et les détenus donc, qui sont soit extraits des cadres de la Gestapo ou qui sont parfois internés à la prison militaire de Metz en attendant qu'on aménage le fort, vont avoir les yeux bandés aussi, mais ils le disent dans leur témoignage, quand ils sortent de la prison, ils n'ont pas forcément les yeux bandés. On va leur mettre le bandeau quelques minutes avant d'arriver à Queuleux, pour qu'ils ne sachent pas où ils vont. Le but, c'est de garder le lieu secret. C'est pour ça qu'on leur bande les yeux, à l'origine. L'incertitude, l'angoisse, la perte de repères va constituer la première étape de déshumanisation. On est arrêté, votre quotidien est perturbé, vous êtes arrêté, vous êtes extrait de votre domicile ou de votre lieu de travail, on vous plaque un bandeau, on vous lie les mains. C'est la première étape qui doit vous faire perdre vos repères, et le but, c'est de vous faire parler. Plus tard. Alors Queuleux, c'est d'abord le son. Ça revient dans plusieurs témoignages. Le camion qui passe sur la passerelle en bois. Ça revient, il y a quelque chose, ils sentent qu'ils ne sont plus sur une route et qu'ils arrivent dans un lieu très particulier. Ils n'ont plus de repères visuels, donc c'est le son qui est leur moyen d'avoir des informations ou d'essayer de savoir où ils se trouvent. C'est la descente du camion, sous les vociférations des gardiens, donc ils arrivent par un petit chemin que vous voyez ici, et les aboiements aussi du chien qui se trouvait dans le camp. Le sens surexploité, c'est l'ouïe. La vue est neutralisée ou se réduit à une forme floue ou indéfinissable quand on arrive à percevoir un petit peu à travers le bandeau que l'on a. Puis une fois qu'ils sont extraits du camion, ils entrent par l'entrée dans la casemate et ils descendent un escalier. Ça revient dans beaucoup de témoignages. La descente de l'escalier, c'est quelque chose qui a vraiment marqué une rupture. C'est un escalier de 22 marches, ils sont en file indienne. Chaque prisonnier doit tenir l'épaule de celui qui se trouve devant lui. Beaucoup tombent ou sont poussés carrément dans les escaliers par les gardiens et aussitôt, dès que quelqu'un tombe, les coups pleuvent. Si on tente de regarder dans la mauvaise direction, les coups pleuvent. Si on tente de toucher à son bandeau, les coups pleuvent. Les détenus, une fois qu'ils sont arrivés en bas de l'escalier, doivent emprunter un long couloir sous les coups de crosse, sans rien voir, en percevant les cris d'autres détenus, les vociférations des SS ou les culasses des fusils qui sont actionnés derrière eux. Demandons-nous quelle impression nous aurions en marchant, en n'ayant aucun repère, et à entendre la culasse d'un fusil qui s'actionne derrière vous. On pense qu'on va mourir. Les détenus sont fouillés, délestés de tous leurs effets personnels, puis ils doivent attendre dans une salle humide avant d'entrer dans le bureau du commandant. Chaque détenu est à 6 pas de l'autre. L'attente peut être interminable. Vous êtes debout, face au mur, les mains en l'air, à attendre qu'on vous appelle. Un coup de crosse récompensant, entre guillemets, celui qui oserait bouger ou qui parvient à voir à travers le bandeau. Et donc, on a la plongée brutale d'hommes ordinaires dans un univers extraordinaire. Ils entrent dans le bureau du commandant, il y a un premier interrogatoire succinct et le détenu est immatriculé. Ainsi, en quelques heures, le prisonnier est désorienté par son bandeau, ne pouvant se repérer ni dans le temps ni dans l'espace, passe de l'état d'être humain, caractérisé par un nom et un prénom, à l'état d'être désincarné, de halfling, de détenu,
dont la seule preuve d'existence au regard de ces geôliers est un matricule qu'il doit connaître parfaitement en allemand, auquel il doit répondre lorsqu'il est prononcé par un gardien, par le commandant, ou qu'il retentit dans le haut-parleur. Cette méthode destinée à briser l'individu pour affaiblir sa résistance, nombre de prisonniers vont la connaître plus tard dans le système concentrationnaire. Commandant Empen. Alors au début, il y a des commandants qui se succèdent de manière intermédiaire pour peu de temps. Le SS Sonderlager, le camp spécial SS du fort de Queuleux, est dirigé uniquement par des policiers de la Gestapo de Metz. Ce n'est pas un personnel venant de la Waffen-SS. Avant l'arrivée de Georg Empen en novembre 1943, le commandant va être assuré par un certain Wilhelm Müller, qui ne reste que quelques jours, puis par Friedrich Daxel. Lors des absences d'Empen, ça lui arrive de ne pas être présent, l'intérim est assuré par un certain Heinrich Hütter ou par Daxel. Semble-t-il, Hütter a rempli ses fonctions de garde-chiourme en se conformant strictement au règlement. Daxel a manifesté une plus grande humanité vis-à-vis des prisonniers, leur accordant quelques menus avantages quand Empen n'était pas là. Par exemple, on a un témoignage où un dimanche, il va accorder une petite promenade d'une demi-heure aux détenus dans le fossé du fort. C'est lui aussi qui va donner accès aux femmes à l'auge servant de lavoir pour qu'elles puissent se laver. Alors Queuleux, c'est Empen et Empen, c'est Queuleux. Les deux noms, le lieu et le personnage sont indissociables. Il est la personnification des souffrances des détenus et il dirige avec une extrême brutalité le camp de novembre 1943 au 17 août 1944. Alors, vous le voyez ici en cercle rouge, là c'est l'équipe de football de la Gestapo de Metz. Ça montre aussi, je reviens un peu, qu'il faut casser les représentations qu'on a. Ce sont des hommes qui font des rencontres sportives, qui ont une vie de famille, qui ont une vie associative. Ce ne sont pas des monstres. Je n'aime pas ce terme de monstre, l'historien, je n'aime pas utiliser ce terme. Ce sont des êtres humains qui accomplissent un certain nombre de choses. Il faut essayer de comprendre pourquoi ils le font. Et ce qu'ils vont faire à Queuleux, il faut bien le comprendre dans leur tête. Les gens qu'ils ont en face d'eux, ce sont des terroristes qui peuvent tuer des Allemands. Et en faisant ce qu'ils vont faire, ils protègent l'Allemagne, leur famille, leurs proches. C'est ça qu'ils ont en tête. Alors, il est né le 27 juillet 1905 à Eckern, dans le Bade-Württemberg. Il travaille d'abord comme ouvrier agricole dans différentes exploitations. En 1925, il va intégrer la police d'Oldenburg, où il reste employé jusqu'en juillet 1937. Entre-temps, il a fait un passage à la Gestapo de Saarbrück, une sorte de formation, contrôle des passeports. Et à partir de juillet 1937, il intègre définitivement la Gestapo de Saarbrück. Il est marié, il est père de 2 enfants, et il arrive en 1940 en Moselle, au moment où la Moselle va être annexée par le Troisième Reich. Alors, à la Gestapo de Metz, il travaille au bureau de surveillance des travailleurs étrangers, travailleurs polonais, soviétiques, français du STO, etc. C'est un policier sans relief, ni intelligence particulière. Il n'apparaît dans quasiment pas de documents, juste sur des listes de membres de la Gestapo. Par contre, c'est quelqu'un qui est porté à la brutalité. Donc, il a un grade assez subalterne, il est juste adjudant SS, et il bénéficie d'une considérable promotion. Il se trouvait un petit fonctionnaire obscur d'un sous-service de la Gestapo de Metz, et du jour au lendemain, il se retrouve à la tête d'un camp où il a quasiment tout pouvoir. Et on sait ce que des individus médiocres peuvent faire si en plus ils sont un peu portés à la brutalité lorsqu'on leur donne tout pouvoir. Alors Empen est le garde-chiourme obéissant que recherchent ses supérieurs. S'autoproclamant lui-même roi sans couronne, Empen est un satrape omnipotent, s'occupant personnellement de tous les aspects de la vie du fort, sans secrétaire ni comptable pour l'assister. Seul maître, le policier donne libre cours à sa violence en libérant toute sa frustration sur des détenus qu'il exècre. Dans le même temps, l'homme est méprisé par une partie de ses collègues, de ses propres collègues de la Gestapo de Metz. Il tient un peu sa revanche et il est extrêmement méprisant avec eux. Ils ne peuvent pas lui donner d'ordre alors qu'ils ont des grades supérieurs. Pourquoi ? Parce qu'il dépend uniquement de Schmidt, le chef de la Gestapo de Metz, et de Kappel, le commandant du Sonderkommando Kappel. Aucun autre fonctionnaire de la Gestapo de Metz ne peut lui donner de consignes, même s'il a un grade supérieur. D'ailleurs, il n'hésite pas à gifler les gardiens SS quand ils ne font pas, selon lui, correctement leur travail, et à insulter ses confrères et ses collègues quand ils estiment aussi qu'ils empiètent sur ses prérogatives. Certains vont même prendre distance avec lui, écœurés par les protections dont il dispose et par la violence aveugle qu'il utilise et qui compromet le bon déroulement des interrogatoires. C'est-à-dire qu'on va avoir un conflit au sein même de la Gestapo. Queuleux est là pour interroger, mais Empen réduit certains détenus à un tel état qu'on ne peut même plus les interroger. Alors Empen est le seul, par exemple, à disposer de la clé des cellules individuelles dont je vais reparler.
où il s'adonne régulièrement à des séances de torture. Son pouvoir s'arrête juste à la porte des salles d'interrogatoire. Dans les salles d'interrogatoire, ce sont les hommes du commando Kappel qui ont toute autorité. Lui, il accompagne les prisonniers, mais il ne doit pas intervenir dans les interrogatoires. Les récits édifiants d'anciens internés associent Empel à un animal, à un monstre enragé, la figure même de la brute épaisse dont les colères sont terrifiantes. Charles Feul, par exemple, dans son livre Témoignage, je cite, « Il était midi et l'heure de la distribution de la soupe. La cellule 4 avait reçu sa ration. Les gamelles étaient remplies et posées sur la table. Brusquement, Empel entra, écouta et constata qu'il y avait une gamelle en trop. Le responsable de la chambrée reçut une formidable raclée. Les occupants de la cellule durent sortir dans le couloir face au mur et rester debout pendant de longues heures. » Firmin Nicolas, qui est le premier président de l'amicale du Fort de Queuleux, témoigne aussi. « Empel avait décidé que nous ferions du sport. Le jeu consistait à taper avec l'avant-bras dans la balle. Le ventre creux, la fatigue n'aidait pas à la course. En fait de sport, c'était une brimade de plus. Lorsque la balle tombait, elle s'imprégnait du sable qui recouvrait le sol, un sable qui semblait être d'éclats de verre très coupants. Après quelques instants de jeu, nos avant-bras étaient enflés et ensanglantés. Mais il fallait quand même continuer à jouer. Celui qui laissait tomber la balle était puni et devait courir plus de 20 fois autour du terrain en criant « Je veux reprendre la balle ». Empel avait les avant-bras protégés. Ces sévices sont parfois perpétrés par Empel à l'aide de son chien-loup, Alma, qu'il lâche sur les internés dans les couloirs, provoquant généralement son hilarité. Alors, les gardiens SS, ils sont une trentaine de jeunes Waffen-SS âgés entre 18 et 20 ans. Ils sont affectés dans le cadre de leur formation militaire au SS Sonderlager. Dans chaque cellule, un gardien est placé pour surveiller les internés, relayé toutes les 2 heures. À ces jeunes gardiens fanatisés, Empel inculque, notamment à chaque relève, que les détenus à Queuleux sont des criminels, des ennemis du Reich et qu'il faut les traiter en conséquence et sans égard. Cependant, certains gardent une conscience. Et il y a un garde qu'ils appelaient le Petit Charles, qui semble être resté humain. Je cite Charles Feul, « Dans les 2 heures de sa garde régnait dans notre cellule une sorte de relaxation. Nous apprenions de lui des nouvelles rassurantes. » Autre élément que Empel va mettre en place pour diviser les détenus, pour éviter qu'il y ait une solidarité, il va nommer un détenu capot. Il s'appelle Charles Crochard, il est membre de la résistance communiste, et en fonction des témoignages, soit il apparaît comme une victime malheureuse d'Empel, qui dès que quelque chose ne va pas, assouvit sa frustration sur lui, soit comme quelqu'un qui est un peu complice d'Empel. Et souvent, Crochard est obligé d'aller frapper les autres détenus à la place d'Empel. C'est Empel qui lui donne l'ordre d'aller gifler, d'aller cogner, d'aller frapper ses camarades. Alors, les cellules collectives, là, les témoignages varient aussi. On n'a jamais le même chiffre, 9, 10, 11. Elles sont aménagées dans le sous-sol de la casemate 2. Elles sont protégées par du mur épais de 2 mètres sous des voûtes couvertes de 10 mètres de béton et de terre. Elles font à peu près 14 mètres de long sur 6 mètres de large. Elles sont munies de fenêtres pourvues d'un épais grillage. Dans chaque cellule, on a une quinzaine de lits à 2 étages dans lesquels sont disposés un sac rempli de copeaux de bois et qui fait office de paillasse. Au milieu, 2 rangées de bancs, formant un couloir entre les lits où patrouille de jour comme de nuit une sentinelle baïonnette au canon. Chaque cellule, normalement, peut accueillir à peu près de 50 à 60 prisonniers si on respectait le quota. Mais en réalité, on va très vite monter à 80, 100, voire beaucoup plus en 1944 pour certaines cellules. Les dernières cellules, 3 et 4, elles sont réservées aux prisonniers qui sont affectés à l'atelier et qui doivent exercer diverses corvées à l'intérieur du fort. Alors la nuit, les prisonniers, ils dorment tête bêche dans les paillasses. Pourquoi tête bêche? Pour qu'ils ne puissent pas communiquer les uns avec les autres pendant qu'ils sont allongés. Et ils doivent être parfaitement allongés sur le dos et ils n'ont pas le droit de bouger de toute la nuit. Un gardien SS surveille et vient les frapper si jamais ils se mettent à bouger. Très rapidement, vous imaginez que les paillasses sont recouvertes et envahies de vermine, mais les règles d'hygiène, je vais y revenir, sont absolument catastrophiques. Jusqu'à Noël 1943, il semble que des internés étaient attachés la nuit par une jambe au pied du lit, pour qu'ils ne puissent pas non plus bouger. À l'intérieur des cellules collectives, les détenus sont isolés les uns des autres, malgré leur nombre. Ils ont interdiction de parler, donc là c'est une reconstitution qui avait été faite par d'anciens internés pour montrer ce qui se passait dans la journée et comment ils étaient installés. Donc ils ont interdiction de parler, les yeux bandés pendant de longues périodes, les mains et les pieds entravés, et surtout l'obligation absolue de rester assis toute la journée. La tête tournée vers l'entrée de la cellule. Le bandeau, porté de jour comme de nuit, va renforcer la désorientation du prisonnier qui ne peut voir ses camarades d'infortune. Ce bandeau, objet de torture physique et psychologique, est l'une des spécificités des conditions de détention au fort de Queuleux.
et il est le plus souvent enlevé lorsque les interrogatoires seront terminés. C'est-à-dire que la Gestapo considérera que le dossier est bouclé. À partir de ce moment-là, on enlèvera l'interrogatoire parce que de toute façon, il n'y a plus de risque. Et ensuite, on traitera la personne, c'est-à-dire on l'enverra vers un camp de concentration. Alors la survie à queue leu est une routine perverse, parfaitement réglée, où la perception du temps s'estompe, se brouille dans un mélange d'attente, d'ennui, à devenir fou. Désormais, sous les ordres des SS rythment le quotidien du prisonnier, qui perd peu à peu la notion du temps et de l'espace. Assis immobile pendant des heures, réduit à l'inactivité totale, sans pouvoir parler, le détenu ne peut bouger, émettre un son qu'après avoir obtenu l'autorisation du gardien qui patrouille. Par une phrase rituelle, « Monsieur le gardien, permettez-moi de ». L'immobilité devient supplice, l'inactivité torture. 2 fois par jour à des heures précises, les prisonniers peuvent faire leurs besoins dans une bassine ou une lessiveuse qui est située dans la cellule, récipient qui servait également dans les premiers temps du camp à la distribution de la nourriture. En pratique, un chef de chambrée emmène par le bras le détenu qui est aveuglé pour l'aider à aller se soulager. À ces conditions sanitaires s'ajoute l'absence totale d'hygiène. Les détenus sont couchés habillés, changement de linge tous les 15 jours, les lits ne sont jamais refaits ou changés. Profitant de la crasse et de la promiscuité, les puces et les poux prolifèrent, envahissent le corps des prisonniers qui, entravés, ne peuvent même pas se gratter. On imagine la souffrance quand on est recouvert de poux et de puces qui vous piquent et qu'on ne peut rien faire. Alors Empen, de temps en temps, décrète des campagnes d'éradication des poux. Il supprime les rations de pain et les internés auront leur morceau de pain à condition qu'ils aient tué un nombre de puces ou de poux prévu à l'avance. 40 à 60 puces, c'est un morceau de pain. À l'apparition des poux, les têtes et les barbes des internés sont rasées, toutes les 2 à 3 semaines. Le camp dispose bien d'une salle d'eau, mais celle-ci va être fermée une partie de la période du fort. Puis ensuite, il y aura une douche à peu près tous les 15 jours. Alors les douches, c'est un gros réservoir d'eau froide qui sont installés dans les fossés avec une couverture qui sert de paravent. Et le commandant aime beaucoup venir toiser les femmes nues pendant qu'elles se lavent. La faim revient constamment dans les récits. L'alimentation est dérisoire. Alors le matin et le soir, c'est 150 grammes de pain sec, un demi-litre de café à midi et un demi-litre de soupe au rutabaga ou de chou que les détenus lapent car ils n'ont pas de cuillère. Et n'oublions pas qu'ils restent entravés. Cette sous-alimentation chronique est amplifiée par de nombreuses privations de nourriture en guise de punition. La soif taraude tous les prisonniers qui ne reçoivent pas une goutte d'eau devant se contenter de cette espèce de café ou d'une soupe très salée. Pour améliorer le quotidien, les familles ont le droit de déposer des colis. Mais ils ne les déposent pas au fort, ils les déposent au siège de la Gestapo de Metz. Et la Gestapo de Metz les met dans un camion et les envoie ensuite au fort de Queuleu pour garder le secret. Le problème, c'est que Empen pille les colis envoyés par les familles et, semble-t-il, il se sert de ce pillage pour nourrir lapins, poules, oies, canards, qu'il élève dans un des fossés du fort. Et il se sert de ces animaux de basse-cour et des œufs notamment pour s'attirer les bonnes grâces de sa hiérarchie dont il graisse la patte. Brutalement enlevés à leur vie de tous les jours, plongés du jour au lendemain dans un univers aux règles très différentes, les détenus, pour rester en vie, doivent s'adapter très rapidement. Ils affrontent les supplices, les brutalités exercées sans aucune raison par les gardes Schurm et le commandant Empen. Je donne quelques exemples. Vouloir déplacer le bandeau qui vous aveugle est sanctionné immédiatement. Il y a bien sûr les coups donnés à n'importe quel moment, pour n'importe quel prétexte. Coup de poing, coup de pied, coup de schlag, coup de crosse, parce qu'une parole a été prononcée, parce qu'on a été trop lent à répondre aux ordres, pour avoir dissimulé un morceau de papier ou de la nourriture, etc. À cela s'ajoutent les privations de sommeil. Je cite, « La nuit, sans le moindre prétexte, on nous sortait du lit pour nous faire ramper ou faire des génuflexions jusqu'à épuisement total. 2 sentinelles se sont amusés à me renvoyer de l'un à l'autre comme une balle avec la pointe de leur baïonnette. Une torture particulièrement appréciée d'Empen et des gardiens est le supplice de la gymnastique. C'est-à-dire qu'il fallait sauter sur place avec de lourdes planches dans les bras, fléchir les genoux, se rouler par terre avec la charge jusqu'à perdre de connaissance. Pendant ce temps, Empen hurle, encore une fois pour l'amour du Führer, bien encore 5 fois en remerciement à Himmler qui t'a enfermé. Dans ces conditions extrêmes, les organismes souffrent, les détenus attrapent rapidement de nombreuses pathologies. Beaucoup sont victimes de diarrhée à cause de la nourriture, d'abcès purulents, provoqués notamment par l'humidité, le froid. Et un infirmier allemand fait des visites régulières. Il est un des seuls à avoir une attitude humaine à l'égard des prisonniers. Dans les cellules individuelles, ce sont des cellules qui ont été construites pour les chefs de la résistance. Ils sont maintenus complètement à l'isolement, isolés de tous les autres détenus. C'est un cachot d'à peu près 2 mètres sur 1 mètre 40. Et ils sont soumis aussi aux mêmes privations et aux mêmes tortures que les autres détenus. La petite différence, c'est que Empen est le seul à avoir la clé et qui peut s'y rendre quand il en a envie. Et pour vous montrer à quel point il a du pouvoir,
Un jour, il y a le commissaire Philippe Mel, qui est un des plus hauts gradés de la Gestapo, qui se rend dans les cellules individuelles et qui regarde par les œilletons. Et Hempel le découvre. Il se met à l'agonir d'injures et il le chasse des cellules individuelles. Mel est mécontent, va faire un rapport et il n'y aura aucune suite. C'est-à-dire que Hempel ne sera absolument pas sanctionné. Les interrogatoires, tout ce que nous avons décrit, en fait, participe d'une stratégie de déshumanisation qui a pour but d'interroger les détenus, d'obtenir des informations. Il y a 7 pièces, un officier par pièce, et en fait, il y a une industrialisation de l'interrogatoire. Très rapidement, devant le nombre d'arrestations, on fait plus des PV très détaillés. La Gestapo, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une espèce de questionnaire pré-rempli, comme un QCM, et elle interroge la personne, et en fonction de ce qu'elle dit, on coche, signature de la personne, on a les aveux, on peut passer à la suite. Les tortures, bien sûr, sont utilisées pour pousser les gens à parler. Et n'oublions pas que la plupart des détenus sont déjà extrêmement affaiblis et que la séance d'interrogatoire vient compliquer encore plus leur vie. Alors, 36 détenus vont mourir au fort de Queuleux, des suites des tortures qu'ils vont subir. Je vais évoquer rapidement 3 cas. Ferdinand Zaksek, il est marié, père de 8 enfants. Il était résistant à Merlebach. Et un jour, il prononce des paroles dénuées de sens. Il est traîné par terre, les mains et les pieds liés, hurlant de douleur, alors qu'il est roué de coups et de bottes et de planches de lit par un jeune Waffen-SS qui s'appelait Hans Müller et qui a 17 ans à l'époque. Porté par ses camarades de la cellule 3 sur un grabat, il tombe dans le coma et décède le 30 décembre 1943. Son avis de décès officiel, c'est ulcère à l'estomac, dégénérescence du muscle cardiaque et délire furieux. Le même jour, Pierre Matz, Kempen a particulièrement recommandé à Müller et à 2 autres SS. Müller va frapper sa victime et va s'acharner particulièrement en le maintenant sous ses genoux. Matz va être transporté dans une cellule voisine et va y agoniser jusqu'au lendemain matin. Dernier cas, celui de Marcel Debré, il est maître boulanger à Rosselange. Il est arrêté le 25 janvier 1944 et quand il arrive au fort, on lui fait passer une douche froide. On est en janvier. L'hiver est particulièrement dur. Il est frappé sauvagement lors d'un interrogatoire, il se couche avec une forte fièvre et il décède le 11 février 1944. Alors Hempel va être particulièrement content parce que dans quelques jours, il y a 3 boulangers de Rosselange qui vont mourir sous les tortures et sous les coups. Et il est très content parce qu'il considère qu'il a accompli une grande œuvre pour le Reich et pour le Führer. Donc régulièrement, des convois transfèrent les détenus une fois que les interrogatoires sont terminés. Les hommes partent à Dazweiler, comme vous pouvez le voir sur le tableau. Les femmes, en fait, partiront à Schirmeck lors de l'évacuation du camp le 17 août 1944. Pour beaucoup, ça revient dans beaucoup de témoignages, Nazweiler est un soulagement comparé à ce qu'ils ont pu endurer à Queuleux. Et on estime environ qu'entre 1400 et 1500 personnes sont passées par ce camp spécial SS. Je vous remercie.